Salut les prévoyants et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de l'instruction en famille. Alors soyons d'accord sur un truc, même si personnellement je ne compte pas pratiquer ce type d'éducation, j'aimerais que ceux qui le souhaitent puissent continuer à le faire tout simplement parce que c'est une liberté que tout un chacun a le droit de pouvoir mettre en pratique. Alors qu'est-ce que c'est l'instruction en famille? C'est tout simplement le fait de pouvoir éduquer son enfant à la maison ou tout simplement pouvoir le mettre dans une école privée qui n'est pas forcément affiliée à l'éducation nationale. Ça peut être une école protestante, juive, musulmane ou catholique. L'instruction en famille est souvent pratiquée par des personnes qui ont des enfants qui ont des phobies scolaires ou qui sont dans une situation d'handicap. L'instruction en famille, c'est aussi une possibilité de pouvoir avoir accès à d'autres types d'éducation, comme les méthodes Montessori et bien d'autres. Personnellement, j'étais intrigué de savoir ce qu'était l'instruction en famille, d'autant plus que beaucoup de familles prévoyantes utilisent ce type d'éducation. Pourquoi? Tout simplement parce que la terre et les maisons coûtent cher, et lorsque tu veux acheter ton terrain, ta maison, tu es obligé de t'éloigner des grandes villes pour pouvoir avoir un prix décent. Mais lorsque tu t'éloignes et que tu vas dans des hameaux, dans des villages, forcément il y a des avantages et des inconvénients. Et l'un des avantages, c'est qu'il n'y a pas forcément de commerce dans cet hameau, dans ce village, et il n'y a pas suffisamment d'enfants pour que l'éducation nationale puisse ouvrir une classe. Donc qu'est-ce qui se passe? Les parents sont bien souvent obligés d'amener leur enfant dans un village ou une ville, soit à quelques kilomètres, soit à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc certains d'entre eux ont opté pour l'école à la maison, l'instruction en famille, pour pouvoir arranger tout le monde. Je suis parti à la rencontre d'Alexandre et de Delphine pour qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ils pratiquaient l'instruction en famille. Après ce reportage, j'espère que vous comme moi, vous aurez un avis. Bonjour Alexandre, merci de nous recevoir, moi et les abonnés. Je suis venu à ta rencontre aujourd'hui pour pouvoir parler de l'instruction en famille. Donc, comme beaucoup des abonnés à la chaîne Citoyen Prévoyant, vous êtes beaucoup à garder vos enfants à la maison et les instruire à la maison. Peux-tu déjà te présenter et me dire pourquoi tu pratiques l'instruction à la maison? Merci d'être venu. Je m'appelle Alexandre, je suis graphiste freelance. Voilà, je pratique pas mal de choses dans ce métier-là et je suis aussi formateur pour des reconversions professionnelles ou des salariés qui veulent monter en compétences dans le métier. Et je travaille à la maison. Mon épouse est psychanalyste, on travaille tous les deux à la maison. En fait, au départ, avant que notre fille ait l'âge pour rentrer à la maternelle, on avait déjà une sensibilité pour les écoles, pour les pédagogies un peu alternatives. On a visité des écoles Steiner, Montessori. Mais voilà, on s'est vite rendu compte que c'est des écoles qui coûtent très cher parce que c'est pas des écoles qui ont des subventions de l'État. Et c'est loin. Donc c'était pas évident, on se voyait pas assumer les trajets. Pour un enfant qui est petit, c'est un petit peu compliqué. Et financièrement, ça nous imposait des grosses sorties mensuelles. Et du coup, la première année, ce qu'on a fait, on a trouvé une alternative avec une petite école associative, avec quand même des profs d'État. Et en fait, notre fille, elle s'y sentait pas très très bien. D'accord. Elle était même tous les matins, elle se sentait pas bien quand elle y allait. Elle pouvait pleurer, voilà. Et voilà, comme elle ne se sentait pas heureuse, on a commencé à se poser des questions, on a commencé à faire des recherches, Delphine a commencé à faire des recherches aussi. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait cette possibilité-là de faire l'instruction en famille. On a découvert que c'était l'instruction qui était obligatoire et pas l'école. Et comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui se dit je veux moi aussi pratiquer l'instruction en famille? L'IEF, c'est ça? L'IEF. L'IEF, ok. Ouais. Et comment on fait? C'est quoi les démarches? Alors, nous, ce qu'on a fait, en fait, en réalité, on s'est préparé presque un an. On a essayé de rencontrer des parents qui faisaient ça. Comme notre fille ne se sentait pas très bien à l'école, elle était souvent absente, et puis du coup, on faisait des sorties avec des parents en IEF, voilà, déjà, pour découvrir un peu ça, et puis pour voir un peu comment ça fonctionnait chez les familles. Et là, on s'est rendu compte que les enfants étaient assez heureux et épanouis. Donc à partir de là, on a fait des déclarations. Donc une déclaration, c'est une lettre recommandée à l'inspection à l'éducation nationale, c'est ça? L'inspection académique. Et la mairie. Et la mairie. Deux déclarations à faire.
D'accord. Voilà. C'est pas une demande, hein, c'est une déclaration parce que c'est un droit qu'on a. On n'a pas à le D'accord. demander. Voilà. C'est Donc tout. du coup, une fois que c'est fait, Ouais. tu gardes ton enfant chez toi. Mm. Et ça commence comment? C'est-à-dire que tu reçois un fascicule de l'éducation nationale où on te dit ce que tu dois apprendre à ton enfant durant l'année? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, il y a une réglementation, on te met au courant qu'il va y avoir un contrôle de l'éducation nationale, de l'inspecteur de l'éducation nationale. Oui. Et, et que tous les 2 ans, alors tous les ans tu as un contrôle de l'éducation nationale, et tous les 2 ans tu peux avoir un contrôle de la mairie, qui vient voir si l'enfant est épanoui, si tu gardes pas ton enfant à la maison pour qu'il travaille, ou des choses comme ça, tu vois. D'accord. Et dans le cas où le contrôle se passe mal, il peut y avoir une injonction qui t'oblige à remettre ton enfant à l'école. Au bout du deuxième contrôle. Au bout de deuxième... Tu as un premier contrôle. Si jamais l'inspecteur juge que l'enfant n'a pas un niveau suffisant, il peut donner un rendez-vous d'à peu près 2 mois après le premier contrôle pour Ouais. voir s'il y a eu une progression. Et s'il estime que la progression n'a pas été suffisante, alors tu as une injonction de rescolarisation qui engendre le fait que ton enfant doit retourner à l'école dans les 15 jours après la réception d'un courrier spécifiant cette injonction de rescolarisation. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, ta fille n'est pas à l'école depuis combien de temps? Déjà, elle a quel âge? Elle a 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc là, elle est en niveau... elle sera en CP en fait. Ouais. Donc en fait, pour ce... Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ouais. Et ça se passe très bien, on est vraiment très très bien. C'est sûr que ça demande un peu de gérer les plannings, etc. Mais on se sent beaucoup mieux. Moi qui par exemple est stressé par être en retard, ce genre de choses. Oui. Les matins où tu es en retard à l'école et que ton enfant il est encore en pyjama et que tu es là en train de criser, alors que tu n'es pas forcément en accord avec l'instituteur et que tu obliges ton enfant... voilà, je le vivais pas très bien, c'est une sorte de violence quand même. De faire... Enfin, voilà, après, on a chacun notre sensibilité, mais je le vivais vraiment très mal. Du coup, alors comment s'organise une journée type pour ton enfant? Alors d'abord, je voudrais parler de notre sensibilité par rapport à ça. C'est vrai que quand tu prends ton enfant en instruction en famille, tu mesures l'importance de plus déléguer l'éducation à un enseignant. Et tu sais qu'il va y avoir un contrôle et on avait besoin d'avoir un peu un cadre au départ. Et comme on est sensible à la pédagogie Montessori, on a fait une formation, enfin mon épouse a fait une formation dans un écolieu vers Nîmes, à Vauvert. D'accord. Est-ce que Delphine peut nous expliquer en quoi consiste cette formation? C'est une formation, alors il y a plusieurs niveaux. Je crois qu'en Montessori, il y a 4 niveaux de formation. Moi, j'ai fait la formation niveau 2 qui est en lien avec des enfants de grande section CP, CE1. Et donc, on nous explicite un petit peu comment présenter aux enfants les maths et le français. Il y a tout un matériel en fait Montessori qui nous est présenté et on nous explique comment amorcer tout un tas de choses pour que l'enfant apprenne à lire, à écrire et compter, etc. En fait. La formation dure combien de temps? 1 semaine. C'est payant? Oui. Combien? À peu près, hein? À peu près. Bah, après, ça dépend. Alors, ça dépend vraiment des centres de formation. Ça peut varier. Donc, Ah, c'est pas quelque chose de réglementé? Non. Ok. Non, donc je pourrais pas je pourrais pas dire Une semaine de combien... formation, ça peut coûter 1 500 € et... Ah ouais, quand même. D'accord, ok. Ouais. Et là, c'est un écolieu qui a... Voilà, cet écolieu là, c'est Alter Eco 30. Voilà, ils cultivent un peu une philosophie assez éthique et leurs formations sont vraiment pas chères. Mais moi j'ai fait une formation agroécologie là-bas. Oui. C'est revenu vraiment une bouchée de pain, c'est vraiment anecdotique quoi, le tarif. Je crois que là,
pendant une semaine de formation et on a loué 2 jours leur gîte en terre paille. En tout, 3 jours. C'est situé où ça? À Vauvert. C'est où par rapport à ici? À côté de Nîmes. Ah oui, ok, d'accord. Et je crois que c'est revenu à vers 200 €, un truc, 300 €. 300 € la semaine avec la location du gîte. C'est vraiment très anecdotique et on est reparti avec des tonnes de supports, un disque dur plein de documents. Vraiment, ça nous a permis d'avoir un cadre et de nous rassurer aussi parce que moi je suis dans la formation professionnelle, mais apprendre les basiques à un enfant, lire, écrire et compter, c'est pas évident quand on part de zéro. Donc il y a quand même, des méthodes qui sont faciles à s'approprier et voilà, avec la pédagogie Montessori, l'aspect sensoriel, le fait que l'enfant mette en pratique, touche, ça fait qu'il retient bien les choses et en même temps, du coup, elle reste jamais 8 heures assise sur une chaise. Donc là, elle sait lire déjà? Ouais, ça fait 1 an qu'elle sait lire, quasiment. D'accord. Là, elle lit pas mal. Elle commence à bien lire. Et concrètement, vous passez combien de temps à l'instruire? 3 heures? Ouais, 1 heure par jour. C'est vrai? 1 heure? C'est ma fille qui aimerait qui aimerait ce genre d'école. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que... En fait, c'est ça, c'est que l'école, on a l'impression qu'il faut... un enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer de... Voilà, un enfant, il aime travailler. Si on l'endort pas, si on l'accable pas de devoirs, d'évaluation, etc., un enfant, il a besoin de travailler. Il a besoin de copier ce qu'il va voir dans son environnement. Besoin de stimuler en plus. Ouais, bien stimulé. Elle apprend plein de choses. Et même en travaillant 1 heure par jour, à côté, elle a beaucoup d'activités. Musique, on fait des arts plastiques, elle fait de l'équitation. Donc ça, c'est des choses que vous payez en plus, des cours? Ouais. D'accord. Alors... du coup, les cours... c'est des activités quoi. Extrascolaires. Extrascolaires, on va dire. Ouais. Donc finalement, ça vous coûte plus cher que si vos enfants étaient dans une école normale, compte tenu de cours de musique. Ça doit coûter aussi cher qu'une école privée, peut-être. D'accord. Donc c'est vrai que... Non, peut-être moins cher quand même. Après, on arrive toujours... on est... le réseau de parents qui font l'instruction en famille s'agrandit. On organise des sorties ensemble. Ah tiens, ça m'intéresse, explique-moi ça. Parce que justement, la question suivante, c'est, j'allais demander comment tu fais pour que ta fille soit sociable, c'est-à-dire qu'elle rencontre d'autres enfants, qu'elle puisse s'amuser. Ça, c'est une question, je pense, qui intéresse beaucoup de monde. Ouais. Parce qu'on s'imagine justement que les enfants, s'ils sont à la maison, ils voient pas grand monde. Donc comment vous palliez à ce genre de problème? Après, c'est un faux problème parce que, en fait, un enfant, quand il est petit, ce qui est important, c'est qu'il ait un socle, des bases solides, qu'il se sente en sécurité. Le fait de rester à la maison, un petit enfant, il n'a pas forcément besoin d'avoir plein de copains et copines. Et une fois que ce socle il est solide, qu'elle se sent en sécurité dans son environnement, là elle va explorer le monde. Et ça se fait vraiment tout seul. Oui, mais comment tu dis qu'il va explorer le monde si elle voit personne? Parce que moi, je prends le cas de ma fille, et elle, c'est très important, ses copines, entre guillemets, oui. parce qu'elle veut pouvoir inviter ses copines à son anniversaire, elle veut pouvoir faire des soirées pyjama. Ouais. Mais tu me dis, elle aussi, mais quel copain, puisqu'elle fait l'école à la maison? Parce que, en fait, on a un groupe, on connaît pas mal de parents, il y a pas mal d'initiatives. Attends, hop. Oui, en fait, il y a des rassemblements de parents, en fait, qui se font régulièrement toutes les semaines. Soit ça peut être au parc, on se donne rendez-vous, on fait un pique-nique avec les enfants jouent au balançoire, ou si c'est dans une forêt, s'amusent dans la forêt. Ça peut être ça. Il y a des ludothèques aussi qui laissent à disposition leur lieu pour les parents qui sont en instruction en famille. Donc un jour par semaine, nous on va très régulièrement à une ludothèque qui est située dans le Gard, où
réunit très régulièrement une dizaine de parents, de familles à se voir ce jour-là. D'accord. Voilà, il y a des rendez-vous comme ça qui sont mis en place. Après, certains parents organisent des sorties. Par exemple, tiens, le mois prochain, on aimerait aller visiter tel ou tel musée. Donc, qui est intéressé pour venir visiter Et ça se fait par l'intermédiaire de groupes Facebook ou pas? Oui, par exemple. Ça peut être des groupes Facebook D'accord. qui sont très, très actifs d'ailleurs. Beaucoup de parents sont force de proposition. Tout un tas d'activités peuvent être proposées en fait. Un musée, un atelier lié à l'astronomie, à la biologie. Donc en fait, finalement, elle voit du monde. Elle voit des enfants au moins tout le week-end. Toutes les semaines. Toutes les semaines, puisque c'est des enfants qui vont pas à l'école. Donc, Après, il y a des affinités qui se créent avec des parents aussi. Il y a des parents qui sont... Voilà, il y a des affinités qui se créent aussi avec des parents, parce que voilà, nous aussi en tant qu'adultes, c'est bien que les enfants aient des relations, mais nous aussi du coup on rencontre des gens avec qui on partage des choses. Et voilà, après il y a différentes sortes de parents qui font l'instruction en famille, hein. Il y a vraiment des modèles complètement différents. Mais du coup il y a des enfants qu'on voit régulièrement, qui viennent à la maison, D'accord. des copains et des copines, des vrais copains-copines. Donc là, on est en pleine campagne, mais pourtant, il y a du monde autour de vous qui pratique ça. Ouais. D'accord. Vu que tu fréquentes plusieurs personnes qui font l'école à la maison, l'instruction à la maison, c'est quoi le profil? Parce que, vu que ce qu'on entend à la télé, ce sont des enfants qui sont dans des sectes, on s'imagine que ce sont des fondamentalistes, on s'imagine que ce sont des gens un peu aware, comme on peut dire, comme peut dire Jean-Claude Van Damme. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi ton ressenti? Parce que les gens ne le savent pas, mais vu que je te connais un petit peu, je sais que tu as la tête sur les épaules. Donc, je sais que tu n'es pas quelqu'un de farfelu. J'ai pas la tête sur les épaules pour tout le monde, mais... Mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que les gens que tu vois dans ce genre de rencontres, ce sont des gens bizarres? Non, vraiment pas. En fait, non. Après, il y a plusieurs catégories de personnes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont se dire, par exemple pour les maternelles, moi je vais faire l'instruction en famille pendant 1 an ou 2. Oui. Et après, à partir du CP, je mets mon enfant à l'école. Et puis il y a des gens, je pense comme nous, qui ont une prise de conscience sur l'aspect l'éveil de l'enfant, sur l'apprentissage, et qui s'engagent en fait. Nous on fait pas ça pour nous en fait, hein, en fait si Lisa voudrait retourner à l'école, si elle veut retourner à l'école, elle y retournera. Ok. Mais on veut pas l'y obliger. Parce que là, à l'instant T, on n'y voit pas une importance capitale et elle se sent très bien et elle s'éveille. Et c'est l'occasion d'avoir pour elle beaucoup. On lui offre beaucoup de liberté. En fait, un cours de maths, un cours de géographie, ça se rattrape. Mais la liberté, tu la rattrapes jamais. Et dans ces moments de liberté, elle apprend tout le temps en fait. Elle a sa curiosité elle a envie d'apprendre. Elle a pas... J'ai une autre fille qui est en 6e et qui a toujours été scolarisée dans notre couple. Et quand je lui fais réviser un cours de géographie, à un moment, si le sujet m'intéresse et que j'essaie de discuter avec elle, elle va me dire non mais papa, moi je suis interrogée sur ce paragraphe-là. Et puis voilà quoi. Parce qu'elle a énormément de devoirs, elle est évaluée. Et Elisa, c'est pas tellement le cas. Par exemple, l'année dernière, elle était fascinée par la préhistoire. Pendant 3 mois, facile, on a fait de la préhistoire, quoi. C'était un prétexte à faire des arts plastiques, de la lecture, tout un tas de sujets, des maths, sur un sujet qui la passionne. Et du coup, il y a des fois, on arrive à la faire travailler sur des choses sans qu'elle ait l'impression de travailler. Elle le fait avec enthousiasme. D'accord. Alors, je me fais encore l'avocat du diable, mais est-ce que, par hasard, le fait de faire l'instruction à la maison, est-ce que c'est pas lui fermer la porte des grandes écoles par la suite? Vraiment. Parce que lorsque tu vas intégrer certaines écoles, on te demande un niveau, d'accord? On te demande, tu viens de quel lycée, Est-ce que c'est pas un moyen, par exemple, de lui fermer certaines portes? Je crois pas. Je crois vraiment pas parce que, en fait, comme sa curiosité elle n'est pas étouffée,
elle est capable de faire ce qu'elle a envie. Si elle prend du plaisir à faire quelque chose, si demain elle a envie de devenir, je sais pas moi, pilote d'avion, et qu'elle est passionnée par les avions, ou qu'elle a envie de devenir une danseuse professionnelle, eh ben, vu qu'elle va faire quelque chose qui va lui plaire, elle a la possibilité de devenir géniale dans ce domaine. Je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est tu es dans le milieu de la formation. Tu sais très bien que en France, du moins, les diplômes ça compte. Donc, pour pouvoir intégrer ce genre d'école particulière, il faut quand même que tu sois admis. Et si en fait dans ton CV il n'y a rien, parce que jusqu'à quand tu vas faire ça? Après il y a des examens. Bah, jusqu'à quand on va faire ça? Ce sera forcément en candidat libre? Oui. D'accord. Mais après, on voit, on ne sait pas combien de temps on fera l'instruction en famille, on voit ça d'une année à l'autre. Oui. On ne se projette pas, on ne se dit pas, tiens, jusqu'à tel âge. On voit en fait comment ça se passe, que notre fille a envie ou pas, comment on se sent avec l'instruction en famille. Et puis, en fait, on ne se projette pas dans un avenir très lointain. On voit ça au fur et à mesure. Donc pour l'instant, vous profitez d'un droit que vous avez et qui permet à votre enfant de pouvoir s'épanouir. Oui, c'est exactement ça. Et en plus, contrairement à l'école, en fait, les enfants plus grands, là, quand ils sont petits comme ça, c'est pas énorme, mais voilà, on a vu des enfants qui passent leur bac en candidat libre, oui, et qui en 4 mois, ils vont tout tomber et puis ils partent avec une mention, quoi. Ok. Un enfant qui a une instruction en famille, il apprend à apprendre. Il n'apprend pas à obéir forcément. Il apprend à apprendre. Il apprend à faire des recherches. Il apprend à être autonome aussi. Donc c'est une fausse idée de penser qu'en fait finalement c'est un frein pour l'éducation de l'enfant. Vraiment pas, ouais. Donc toi tu as des exemples qui montrent que les personnes qui passent en candidat libre, ils arrivent... donner des liens de personnes, même des adultes qui sont jamais allés à l'école et qui aujourd'hui sont conférenciers, qui font, voilà, André Stern, ce genre de personnes. C'est qui ça, André Stern? C'est, j'allais dire c'est un enfant, c'est un homme c'est une personne, il doit avoir 49 ans, il est jamais à l'école. Il fait de l'instruction en famille avec ses enfants aussi, du coup. Voilà, il est écrivain, conférencier, luthier, musicien. Donc c'est un bon exemple en fait. Et il excelle. Il excelle dans tous les domaines qui l'ont fait vibrer en fait. Donc question suivante. Effectivement, toi c'est pour le bien-être de ta fille, pour qu'elle puisse s'épanouir et pouvoir profiter de la vie, tout en étant instruite. Le fait que ce projet de loi, s'il passe, ça va pas toucher que toi, ça va toucher d'autres personnes qui eux aussi ont retiré leur enfant de l'école pour X raisons, comme le harcèlement. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ce projet de loi, parce que voilà, c'est un projet pour le moment, et c'est vraiment pas gagné, ce qui nous permet de rester un petit peu optimiste, c'est que ce projet de loi, il concerne tout le monde en fait, même les parents qui ont leurs enfants scolarisés, parce que il y a des enfants qui à un moment dans une période de vie peuvent être victimes de harcèlement ou de phobie scolaire. Oui. Voilà, je sais pas si... Je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, mais je me rappelle quand j'étais petit que j'allais au collège, le matin j'avais envie de vomir. Tout à fait, ça arrivait à plusieurs personnes. J'avais le nez au ventre, je me sentais vraiment mal. Bon, à l'époque on se posait pas ce genre de questions encore. Et à tout moment, l'instruction en famille peut être une solution pour aider nos enfants. En fait, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a l'écoute de notre enfant en fait, simplement. Et qu'à un moment, et nous aussi par rapport à notre vécu, on n'a pas envie que le même schéma se reproduise pour elle. Donc oui, en effet, je pense que tous les parents devraient se sentir concernés par cette loi. Et là aujourd'hui, même les écoles hors contrat on craigne cette loi parce que du coup ils sont en train de resserrer un petit peu, ils veulent resserrer un peu les taux et voilà, il est fort possible que pas mal d'écoles privées, pas mal d'écoles associatives ou des écoles hors contrat soient touchées. Après il y a différentes solutions, c'est vrai que nous on mélange un peu la pédagogie Montessori, aujourd'hui on intègre un peu par exemple pour les mathématiques
des livres un peu plus scolaires parce que Lisa elle aime bien, c'est des exercices, etc. Mais il y a aussi des méthodes comme les alternatives comme le CNED qui nous donne un programme. Voilà, c'est comme on reçoit des mails avec des exercices, des leçons, L'école etc. par correspondance en fait. Voilà, une école par correspondance, exactement. Mhm. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de contrôle de l'inspecteur. Oui, parce que c'est un programme bien défini C'est ça. de l'éducation nationale. Avec des évaluations, etc. D'accord. Après, voilà, nous, on a choisi notre méthode. Il y a des parents qui vont chercher des supports sur Internet ou qui achètent des livres plus conventionnels de ce qu'on peut trouver à l'école et qui appliquent les leçons et tout comme on peut le faire à l'école. Et il y a d'autres parents aussi qui peuvent faire de l'informel. C'est-à-dire décider que l'enfant, quoi qu'il arrive, il apprendra plein de choses. Et à l'instant où il ressentira le besoin de lire, il lira. Parce qu'il a tout un tas d'exemples autour de lui, il a des gens qui apprennent à lire. C'est ça, il y a un truc qui est très intéressant que André Stern dit. C'est André Stern, il considère que l'enfant c'est un grand arbre. C'est un arbre géant. Et qu'au fur et à mesure de son éducation, on lui coupe des branches. Et quand il devient adulte, c'est plus qu'un bonsaï. En fait, un enfant, quand il naît, il est capable de parler toutes les langues. Il est capable d'apprendre toutes les langues. Tous ces sons il y a certaines langues où nous, adultes, tu vois, tu vas apprendre le japonais et tout ça, il y a des prononciations qui vont être assez difficiles à avoir. Alors qu'à la naissance, tu as toutes les capacités pour apprendre. Et en fait, on t'a pas appris à parler. Tu as appris tout seul. C'est vrai. Mais on va dire que c'est plus facile d'apprendre des langues étrangères lorsqu'on est tout petit qu'une fois adulte. Ouais. C'est vrai. Oui, parce que dans le cerveau, il y a tout un tas de connexions qui sont complètement ouvertes. Et au fur et à mesure de ton apprentissage, en fait, s'il y a des besoins s'il y a des connaissances dont tu n'as pas besoin, ces connexions, elles se déconnectent. Stern dit aussi qu'un enfant qui vit dans la forêt amazonienne, qui naît dans la forêt amazonienne, il va savoir reconnaître tout un tas de nuances de vert. Parce que pour lui, c'est vital, dans son environnement, de reconnaître toutes ces nuances de vert. Nous, on en est parfaitement incapables. Bon, un enfant qui arrive dans une famille ici, il va naturellement sentir que ce qui est pour lui vital, c'est d'arriver à communiquer avec les autres, à appréhender les enjeux de son environnement, en fait. Donc il y a tout un tas de choses qui s'apprennent tout seul et on n'est pas là à donner des leçons forcément. Ça, c'est intéressant en instruction famille parce que il y a l'aspect formel, on donne des leçons, on apprend à lire et à écrire. Oui, les bases, en fait. Il fait plein d'expériences qui lui apprennent tout un tas de choses qu'elle retiendra toute sa vie, en fait. Donc il y a beaucoup d'instructions par le culturel aussi. Oui. Parce que ta femme nous a expliqué qu'elle allait beaucoup dans des musées, faire des activités extrascolaires. Elle fait de l'équitation, ta fille. Ouais. C'est quand même génial. Oui, c'est la poterie. De la poterie, ok. Là, cet été, l'année dernière, on s'était beaucoup intéressé à la préhistoire. On est allé au musée de la préhistoire. On a appris à allumer un feu sans briquet avec un arc et des choses comme ça. On a appris, je pense qu'on a largement dépassé le programme de primaire au niveau de la préhistoire. Et puis même nous, en tant que parents, du coup, notre culture générale, elle s'est vraiment développée. Moi, je réapprends des trucs tout le temps avec elle que j'ai oublié, que j'avais appris à l'école, mais que j'ai complètement oublié. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire si, par exemple, on aimerait pouvoir te soutenir, vous deux, et les autres parents qui, eux aussi, aimeraient conserver ce droit à instruire leurs enfants à la maison? Alors, il y a plusieurs pétitions qui sont en cours. Je donnerai le lien. Dans la barre d'infos, on le mettra tout. Il y a une pétition plus importante que les autres. Ouais. Après, on peut soutenir les associations. Je te donnerai les noms aussi. Il y a l'UNI, l'EDA, l'AIA ou le collectif Félicia et bien d'autres en fait. D'accord. Alors, c'est quoi comme type d'association? C'est des associations qui défendent le droit d'instruire en famille. D'accord. Ok. Tu as aussi des groupes Facebook particuliers à conseiller? Il suffit de taper IEF, alors ça peut être IEF PACA pour les gens qui sont en PACA. D'accord. IEF Vaucluse, Gare, Hérault, et ça donne tout un listing potentiel où on peut parler d'instruction en famille et se renseigner en fait. Ok. Et puis les rencontres, en fait, les parents qui sont en instruction en famille,
sont assez ouverts aux rencontres en général. Nous, quand on n'était pas encore, voilà, on est rentré en contact avec des gens via des groupes et on s'est facilement rencontrés. Il y a vraiment une volonté de partage et c'est toujours assez bienveillant et il n'y a pas de jugement. Est-ce que c'est des gens qui sont tous intéressés par l'autonomie? Souvent ou pas du tout? Souvent, c'est des gens qui ont conscience des enjeux climatiques, de l'environnement, qui essayent. En fait, instruire son enfant en famille, c'est une forme d'autonomie. Oui. C'est comme on essaie d'être autonome au niveau... Alors, moi, j'en suis pas à essayer d'être autonome, mais à essayer d'être indépendant. Parce que être autonome, l'autonomie, pour ceux comme l'écolieu que je fréquente, et ils se sont mis il y a 20 ans, et aujourd'hui ils ont tout un tas d'outils, et une communauté, et ils sont réellement autonomes. Aujourd'hui, essayer d'être autonome tout seul, ça peut être assez décourageant. Mais par contre, quand on se rassemble, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant et humain. Tu tends quand même vers l'autonomie quand même, un petit peu, au niveau alimentaire du moins. Ben, on essaye d'être le plus indépendant possible. Cet été, c'est vrai que pendant le confinement, du coup, ça nous a permis de faire un plus gros potager que d'habitude. Mmh. Je veux dire, même après le confinement, on n'est pas retourné au supermarché pendant un bon moment, à part pour acheter des produits ménagers, du papier toilette, quoi. Donc après, toi, tu fais tes bocaux, tu conserves tes aliments. Ouais. D'accord. Et puis dans la famille, on le fait tous un peu. Mon beau-père ou l'arrière-grand-père, depuis tout petit, font des conserves. Mmh. Là, l'été, maintenant il commence à être un petit peu âgé, mais l'été, tous les matins, le grand-père, il fait 11 conserves de tomates, ou de haricots. Donc des stocks, on en a, c'est comme le bois, on fait notre bois. Et puis c'est aussi l'idée, nous on essaie de manger bio par exemple, et on n'a pas des revenus mirobolants. Donc en fait, il y a un moment où c'est beaucoup plus simple de mettre un peu la main à la pâte, de produire ta nourriture. Et puis après, Tu vois la réelle économie à faire ça. Ah oui. Et c'est sûr que pendant le premier confinement, entre l'instruction en famille et le potager, on a senti que ces choix qu'on fait depuis quelques années, même si c'est pas une autonomie totale, etc., ces petites choses qu'on a mis en place, on se sentait moins vulnérable quand même. Ok. Voilà. Et c'est vrai que pendant quelques mois, l'été, c'est vrai que l'été c'est l'abondance. Là dans les champs là-bas, il y a des pêchiers, il y a des fruitiers. Et puis on est en famille à faire ça. Donc en fait, les conserves qu'on fait nous, ou les tomates qu'on va produire nous, va profiter au grand-père ou à mon beau-père. Mon beau-père il a les serres, c'est lui qui sort les légumes en premier. Ensuite il y a le grand-père et puis moi j'arrive un petit peu en dernier. Donc on travaille tous ensemble en fait. D'accord. Donc en fait ensemble on a une petite autonomie alimentaire et ce qui nous permet d'avoir moins la pression financière. Ouais, et puis je trouve ça important. C'est vrai que quand je te parlais qu'on avait fait une carte mentale là pour voir tout ce qu'il fallait pour être autonome, et quand tu vois ce plan et tu te dis oulala, il va falloir faire tout ça tout seul, c'est un peu décourageant aujourd'hui parce que c'est un peu le dernier moment pour s'y mettre. Oui. Ceux qui se sont mis il y a 20 ans, ils sont plutôt bien à l'aise et limite ils n'ont plus besoin de travailler à côté, quoi. Moi je crois qu'aujourd'hui, en mon sens, il est plus intéressant de se regrouper, de partager des compétences. En face on a un ferronnier, il y a plein de compétences, on pourrait échanger assez facilement et créer même des petits réseaux au niveau local, surtout en vivant à la campagne, mais même en ville. D'accord. D'ailleurs, il y a des choses... on n'achète pas beaucoup de viande, mais quand on achète de la viande, on a une personne qui habite dans une ville à côté, qui va acheter un bœuf élevé en bio, qui va le découper, qui va mettre tout sous vide et qui le partage entre différentes familles. Là pour Noël, dans un écolieu, ils avaient préparé du saumon fumé, etc. Ça nous permet d'avoir aussi des tarifs vraiment intéressants. Et on arrive à trouver des solutions comme ça, tout ce qu'on ne produit pas, les céréales par exemple. Dans le garage, on a un coffre où comme je fais le pain toutes les semaines, et que en bio, la farine de petit épeautre, c'est facile 25 € les 5 kilos. Quand tu fais ton pain toutes les semaines, ça chiffre un peu. Ouais. Et on va dans un moulin acheter les sacs par 25 kilos.
et je fais mon levain, etc. Même s'il y a un confinement ou quoi que ce soit, ou une alerte, j'ai pas besoin d'aller au magasin pour acheter mon petit cube de levure, quoi. Même ça. Donc c'est des petites choses qui ont été faites parce que ça nous fait plaisir de manger du bon pain, quoi, voilà. Et en même temps, ben, tu te rends compte que, aujourd'hui, ça a son importance. Au départ, quand on l'a fait, c'était pas spécialement pour ça, mais parce que c'est un plaisir. C'est des petites choses simples, mais qui font plaisir quand tu sors ton pain du four et que toute ta famille est content. Il est croustillant, il est tout chaud. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, toutes les semaines, je fais mes 2 kilos de pain, quoi. D'accord. Parfait. Bon, en tout cas, je te remercie de nous avoir reçus. Ouais, avec plaisir. Merci de nous avoir expliqué ce qu'était l'instruction en famille. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein, je pense que je vais repasser te voir. Qu'en penses-tu? Ça va, avec plaisir. Carrément. Ok, ça marche. Allez, ciao, ciao. Salut.